sur le timing, est-ce qu'on se dirige véritablement vers le redéploiement des soldats américains en Côte d'Ivoire? Écoutez, ce que je constate, et avec amertume, c'est de voir que l'Afrique est devenue le nouveau terrain de bataille des puissances étrangères. L'Afrique aujourd'hui risque de rentrer dans ce que j'appelle l'ère des cyclones au vu des antagonismes qui opposent plusieurs grandes puissances étrangères et dont beaucoup ont fait de notre continent leur avenir. D'ailleurs, certains l'ont écrit noir sur blanc, ont couché noir sur blanc dans des rapports quasi officiels, pas quasi officiels, excusez-moi, et qui ont été soumis au niveau de leur exécutif. Donc, c'est ce que je déplore. Je déplore cela, et cela m'amène en plus à penser que la génération africaine aujourd'hui doit arrêter avec ces pitreries-là que nous constatons. L'Afrique doit être en capacité de prendre sa défense en main, de prendre sa sécurité en main elle-même. La faiblesse générale des États africains aujourd'hui les expose à ce type j'allais dire, de variation en termes d'intérêt. Il suffit qu'on ne soit plus en bon terme avec X, on essaie de faire la cour à Y et puis s'installer. Et ça va continuer à créer justement des situations de tension, excusez-moi, entre les États, entre les pays. L'Afrique n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Malheureusement, une fois de plus, nous y sommes. Alors, ce haut commandant de l'armée américaine nous dit qu'il était là il y a 9 mois, je crois, et qu'il revient dans le cadre, soi-disant, du renforcement de cette coopération. La coopération américaine, il faut être juste, il faut être honnête, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne se fait pas seulement avec des pays qui ont une frontière avec les États de l'AES. Elle va au-delà. Tout le golfe de Guinée, l'ensemble du golfe de Guinée, les États-Unis ont aidé au renforcement des capacités, entre guillemets, mais renforcement des capacités certaines quand même, pour par exemple endiguer le phénomène de la piraterie, n'est-ce pas, sur nos côtes, qui était à un moment donné extrêmement difficile. Le Cameroun en a bénéficié, la Guinée équatoriale en a bénéficié, d'autres pays, le Nigeria, ont bénéficié de cette coopération-là. Mais là, nous sommes face à une phase nouvelle, une phase de la décision du Niger de mettre fin, d'abord, de mettre fin à la présence militaire américaine sur leur sol, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les termes de contrat qu'il est lié aux États-Unis. Et puis, du côté du Tchad, en fait, c'est un retocage. On leur demande de refaire un nouveau contrat qui conviendrait aux autorités tchadiennes. Là encore, pour le Tchad, c'est un peu ambigu parce que c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air qui prend la décision, alors qu'il y a un ministre de la Défense qui, normalement, si on fait des parallèles des formes sur le plan diplomatique, c'est lui qui aurait dû le faire. Bon, ça vous dit quand même que nous sommes un peu dans des situations plus ou moins troubles. Alors, donc, je constate seulement que s'il faudra dans un avenir proche que la base, par exemple, d'Agadez soit démantelée, il faut rapidement trouver au moins un port sec, parlons comme économiquement, qui puisse accueillir l'essentiel de ce matériel qui est extrêmement lourd. Parce que quand vous regardez les financements qui ont été mis en valeur pour l'installation de cette base-là, c'est du lourd, quoi. C'est vraiment du lourd. Et il faudra qu'ils puissent avoir au moins un port sec, militairement parlant, pour pouvoir accueillir l'ensemble de ce matériel, etc. etc. Alors, Ouattara, pour vous, la Côte d'Ivoire se présente comme étant un candidat sérieux pour accueillir justement ce matériel, ce lourd investissement de la part de Washington? Mais si vous partez de Niamey et que vous êtes dans la configuration des États de Sahel, c'est-à-dire la confrontation avec les États de Sahel, les peuples qui parlent aussi français comme le Nigérien, je crois que le point par excellence de la chute de ce matériel, de ces hommes, ne peut être que la Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara, en opportuniste, il joue bien le rôle, parce que cela lui permet diplomatiquement de renforcer sa position au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut le voir aussi, et d'être comme une base, n'est-ce pas, imprenable
de l'alliance, soi-disant, avec l'Occident et qui va lui permettre de créer une barrière, une frontière contre ce qu'ils appellent la poussée russe en Afrique. Donc vous voyez, dans la confrontation russo-américaine risque d'avoir des incidences sur le sol africain qui ne sont pas toujours à l'avantage de l'Afrique. Malgré le fait que, évidemment, puisque nous combattons le néocolonialisme et l'impérialisme, nous sommes pour le fait que les impérialistes de tous bords qu'ils soient enlèvent leurs genoux sur notre cou. Malheureusement, cela va engendrer ce que nous voyons là. Donc, le bavardage de ce haut commandant de l'armée américaine qui parle des victoires sportives, ce sont des petits ingrédients pour entretenir un peu, n'est-ce pas, la conversation. Mais le fond du problème, c'est que maintenant que nous sommes chassés du Niger, où est-ce que nous allons trouver une ère de repos avant de pouvoir décider de quoi que ce soit. Donc j'ai fait dans mon analyse deux volets. Premier volet, la coopération militaire américaine a aussi participé au renforcement des capacités militaires de certains pays africains. Le Cameroun aujourd'hui, on a pris les questions de ces pirates qui venaient du Niger, qui embêtaient les côtes camerounaises parce que le Big Delta a été bien renforcé dans ce sens-là et c'était aussi le fruit de la coopération américaine. Il faut dire la vérité quand on veut faire une analyse juste. Maintenant, il y a des positionnements géopolitiques dans le golfe de Guinée. Je vous rappelle que le golfe de Guinée part d'Abidjan jusqu'au niveau de l'Angola. Donc vous voyez que c'est énorme. Donc, le positionnement géopolitique au niveau du golfe de Guinée, là, nous sommes en plein dans le début d'une bataille qui, à mon sens, ne montre que les prémices de ce qu'elle pourrait devenir, parce qu'elle va être à la fois dure, elle sera à la fois assez compliquée. Il va de la capacité des populations africaines elles-mêmes. D'abord, il faut qu'on leur donne la possibilité de bien se former, d'être bien au fait des enjeux et de pouvoir chaque fois décider et tirer et prendre des décisions qui vont dans le sens de la protection de leurs intérêts. Malheureusement, je chute par là, la qualité de nos États aujourd'hui. La qualité de nos États aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir des leaderships assez robustes qui seront capables, n'est-ce pas, d'imposer leur point de vue, n'est-ce pas, sur la sphère internationale par rapport à tout ce que nous voyons comme tentative, une fois de plus, de déplacer, n'est-ce pas, le champ de bataille qui était un peu sur le plan militaire hors de l'Afrique, sur le sol africain, et le risque que nous risquons d'avoir, que nous pouvons avoir, c'est de voir, quand j'entends les gens dire ici en troisième guerre mondiale, de toute façon l'Afrique sera épargnée. Moi je ne suis pas très sûr, parce qu'avec des actes comme ce que nous avons là, on peut avoir des situations assez difficiles en termes de gestion, et l'agilité, la capacité d'avoir une agilité, une capacité de gestion de toutes ces contradictions-là sans que cela ne puisse porter atteinte à la souveraineté de nos États. Voilà. Pour quelle implication aujourd'hui, André Christelle Fanga, pour quelle implication notamment sur le plan géostratégique, voire géopolitique, se projeter dans un éventuel redéploiement justement de ces soldats américains du côté de la Côte d'Ivoire pour chercher une ère de repos, comme le pense d'ailleurs Patient Parfait-Dôme dans le contexte que nous connaissons tous, les rapports justement avec ce pays, la Côte d'Ivoire et les États de l'Alliance des États du Sahel, entre autres. Pour quelles réelles implications? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse dégager une éventuelle plus-value justement de cet éventuel redéploiement, notamment pour la Côte d'Ivoire? Mais écoutez, je pense que le président de la Côte d'Ivoire pense à son futur. L'élection présidentielle, c'est 2025. Et sachant qu'il y a une pression énorme dans ces frontières, c'est-à-dire une pression énorme venant du Burkina Faso, une pression énorme venant des autres États de l'Alliance du Sahel, n'est-ce pas, du Mali et de tout le reste. Vous savez, ces trois pays-là se connaissent très bien. Parce que pour que M. Alassane Dramane Ouattara s'installe au pouvoir, il a fallu que le Burkina Faso soit une base arrière. Il a fallu que
certains Maliens l'aident, n'est-ce pas? Vous savez qu'il a longtemps utilisé la fibre religieuse pour arriver au pouvoir. Il avait dit, on me combat pour que je n'arrive pas au pouvoir parce que je suis un musulman du Nord. Et ça a attisé, n'est-ce pas, cet amour, cette fraternité-là, n'est-ce pas, des frères du Nord musulmans pour justement l'accompagner à la prise du pouvoir. Sachant que son pouvoir aussi tire déjà à sa fin. Parce que les éléments, n'est-ce pas, qui ont chassé Bazoum du pouvoir sont aussi en train de le guetter aujourd'hui, parce que quand vous regardez le comportement de M. Alassane Dramane Ouattara, vous comprenez qu'il est devenu très frileux, il est devenu très peureux, il est devenu une personne qui ne fait plus confiance même à ses dozos qu'il a intégrés dans l'armée. Donc il faut véritablement qu'il trouve, n'est-ce pas, une autre force qui va l'aider justement à se maintenir au pouvoir. Et cette force-là, Africom peut être cette force-là. Les forces, n'est-ce pas, qui étaient au Niger, n'est-ce pas, peuvent se redéployer en Côte d'Ivoire pour justement être ce bouclier humain. Parce qu'il faut toujours faire le rappel historique. Parce que si nous ne faisons pas ce rappel historique, alors nous n'allons pas véritablement comprendre les enjeux, n'est-ce pas, de ce redéploiement, ou bien cette envie, n'est-ce pas, de redéploiement de l'armée américaine sur le sol ivoirien. Si M. Alassane Dramane Ouattara n'avait que ces dozos, ces comzones, il n'aurait jamais pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je dis bien, si M. Alassane Dramane Ouattara n'avait que ces dozos comme zone qu'ils avaient, il n'aurait jamais pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que l'armée ivoirienne, n'est-ce pas, était très bien aguerrie pour stopper les assauts, n'est-ce pas, de M. Alassane Dramane Ouattara et sa rébellion, en compagnie de M. Kimbafori Soro Guillaume. Il a fallu l'aide de l'ONUCI. Il a fallu l'aide c'est le 43e BIMA. Le 43e BIMA, il a fallu l'aide de l'armée française. Donc vous voyez qu'il y a eu un conglomérat, n'est-ce pas, d'armée. C'est le coup d'État planétaire, parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas subi un coup d'État de quelques rebelles. Non, c'est un coup d'État planétaire. C'est-à-dire un conglomérat d'armées s'est réuni pour chasser le président Laurent Gbagbo du pouvoir. C'est-à-dire, vous voyez l'armée française, vous voyez l'ONUCI qui était en Côte d'Ivoire, vous voyez les rébellions qui étaient encadrées par Blaise Compaoré au Burkina Faso, et d'ailleurs même certains disent qu'il y avait les forces spéciales burkinabées qui ont accompagné justement cette rébellion-là. Donc vous voyez qu'il y avait un déploiement, n'est-ce pas, des troupes venues de partout pour justement mettre en mal l'armée de Côte d'Ivoire et arriver au pouvoir. Parce que quand même l'armée ivoirienne avait réussi à stopper, à circonscrire, n'est-ce pas, la rébellion à un certain niveau. On était surpris de voir des rebelles transportés par des chars onusiens. Et on était surpris de voir l'armée française bombarder un palais présidentiel. Ça, c'est une aberration. Ça, c'est quelque chose d'incroyable et du jamais vu dans le monde. Où une armée étrangère vient bombarder un palais présidentiel. Nous avons tous vu que c'est les soldats, n'est-ce pas, français, qui ont arrêté le président Laurent Gbagbo avec Madame Simone Gbagbo et tout ceux qui étaient au palais présidentiel et les ont remis entre les mains des rebelles, parce que les rebelles n'avaient pas possibilité de percer la barrière qui était faite par l'armée régulière ivoirienne. Et c'est au travers du tunnel qu'ils avaient creusé entre la présidence, n'est-ce pas, ivoirienne et l'ambassade de France. C'est par là où ils sont passés, parce qu'ils ont dynamité où on avait le président Laurent Gbagbo avait déjà bétonné. Donc ils ont dynamité ça. C'est par là qu'ils sont passés pour arriver au palais présidentiel jusqu'à capturer le président Laurent Gbagbo et toute sa famille. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, si un seul instant, Ouattara veut durer au pouvoir, il faut encore que ces armées-là reviennent et s'installent encore. Et surtout que maintenant, il y a une influence, n'est-ce pas, tout autour de lui. Ceux qui étaient ses partenaires hier, ou bien ceux qui étaient comme base arrière hier, c'est-à-dire le Burkina Faso, n'est plus sous l'égide de Blaise Compaoré, n'est-ce pas, au Mali.
ou bien de l'autre côté, Mamadou Issoufou n'est plus là. Non, je ne crois pas. C'est Mamadou Issoufou qui était à cette époque-là le président du Niger, je crois. Et Ibeka de l'autre côté. Donc vous voyez que tous ces gens-là ne sont plus là aujourd'hui, ont tous été chassés du pouvoir. Donc aujourd'hui, ils se sentent isolés. Et l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi des menaces, n'est-ce pas? Parce que le tour que Kimbafori Soro Guillaume a fait au Mali, au Niger, au Burkina Faso, a commencé aussi, parce que c'est le même parcours qu'il a fait pour venir chasser le président Laurent Koudou-Barbeau du pouvoir. Et quand il refait le même tour, ça commence à créer des frissons. Monsieur Alassane Draman Ouattara commence à frissonner. Donc normalement aujourd'hui, il faut avoir des garanties aujourd'hui. Et pour avoir ces garanties-là, il faut une force extérieure, n'est-ce pas? Et les États-Unis sont disposés, n'est-ce pas, eux-mêmes étant en difficulté, donc ils trouvent que non. C'est une bonne occasion. Parce que si on parle de terrorisme, est-ce que la Côte d'Ivoire est menacée de terrorisme? Non. Est-ce que cela donne encore un peu plus raison au capitaine Ibrahim Traoré qui déclarait il y a quelques jours que ceux qui cherchent à déstabiliser justement ces pays de l'AES se trouvent majoritairement du côté de la Côte d'Ivoire? Mais il a tout à fait raison. Parce que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui... Mais quand vous voyez tout ça, le redéploiement là, c'est pour justement renforcer, n'est-ce pas, les forces, n'est-ce pas, en présence en Côte d'Ivoire, pour justement essayer de déstabiliser... Rien d'accord officiel sur un éventuel redéploiement. Écoutez, ils se sont déployés au Niger, il y avait un accord officiel. Au Tchad, il y avait une autre. Au Tchad, il y avait un accord officiel. Donc vous comprenez que c'est des gens qui s'installent partout comme ils veulent, quand ils veulent. Et surtout quand ils ont un larbin, un larquet, n'est-ce pas, ils ont un endocolon au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je vous ai dit dans mes premiers propos que M. Alassane Draman Ouattara, c'est un Américain. Donc il ne peut que rendre service aux États-Unis. Et d'ailleurs, qui ne vous dit pas qu'ils sont déjà là-bas. Il y a des soldats étrangers en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins là-bas. Donc, vous ne soyez pas surpris qu'il y ait des choses. Donc, on attend juste que l'officialisation, mais parfois, il se déploie même avant que le contrat ne soit officiel. Donc, Ibrahim Traoré a parfaitement raison en disant que non, ceux qui veulent déstabiliser l'alliance du Liftako-Gourmand, n'est-ce pas, les pays de l'alliance du Sahel, se trouvent en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai. Et je pense que Ouattara est dans cette logique-là. Mais, comme vous savez, les États-Unis aujourd'hui portent une malédiction. Vous sortez par là sur ce sujet. Je vous dis, les États-Unis portent une malédiction. Tout chef d'État africain qui va poser son dos, ou bien qui va s'agripper sur le dos des États-Unis pour rester au pouvoir sera chassé. Regardez tous ceux qui se sont appuyés ces derniers temps sur les États-Unis et sur la France. Ils ont été chassés du pouvoir. Et je vous dis, ce qui arrive à Ouattara, c'est pour bientôt. Parce que ce monsieur ne mérite plus être président. Il nous a déjà trompé plusieurs fois. Il a tout fait pour être là. Il a réussi parce qu'on a été faible, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous n'allons plus le laisser passer jusqu'à ce qu'il continue, il fasse si c'est son 4e mandat comme il le veut. Merci à vous, André Kistelfang.